c'est bon. Très bien. Est-ce que les personnes m'entendent là? Bonsoir à tous. Est-ce que vous entendez correctement, s'il vous plaît? Oui, on a le son, c'est OK. Très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis Martine Poujol-Léon. Je suis la directrice de l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement. Et nous sommes ravis de vous avoir de nouveau aujourd'hui à notre webinaire, et à notre troisième webinaire de notre semaine de l'accession à la propriété. Donc, je vais faire un petit rappel des webinaires que nous avons déjà tenus. Après le premier webinaire, lundi 14 mars, sur la marche à suivre pour financer son projet d'accession à la propriété avec notre partenaire Action Logement. Nous avons fait hier un deuxième webinaire sur la construction, comment faire face aux effets de la crise avec nos partenaires, donc le Conseil régional de l'Ordre des architectes et une agence immobilière. Et ces deux webinaires ont remporté un vif succès et ont donné lieu à de nombreux échanges entre le public présent et les partenaires. Aujourd'hui, nous vous présentons le dispositif de la location-accession et sa déclinaison en Guadeloupe par la société pointoise d'HLM. Et à ce propos, je tiens à remercier sa représentante, Madame Jessica Laure, qui viendra vous présenter la déclinaison de ce dispositif et l'aspect pratique ainsi que les programmes en cours. Madame Laure est conseillère en accession à la propriété et Madame Marie-Claude Louis, que nous ne présentons plus, conseiller juriste à la DIL, vous présentera et vous informera, vous donnera toutes les informations sur l'aspect juridique et la réglementation et les conditions d'accès à la location-accession. Voilà, alors un petit rappel sur l'objectif de notre manifestation. Alors, l'objectif de cette manifestation est de renseigner largement, de vous renseigner largement, de sécuriser avant tout votre accession à la propriété, de vous inciter à sauter le pas et de vous permettre de bénéficier des conseils juridiques, financiers et fiscaux de la DIL, mais aussi des conseils pratiques, des solutions et d'autres points de vue et de toute la connaissance et l'expertise de nos partenaires, qu'il s'agisse de partenaires donc architectes, bureaux d'études, de partenaires présents dans les mairies, au service urbanisme ou encore de nos partenaires habituels tels que la société pointoise d'HLM. Voilà, donc vous informez plus largement durant cette quatrième édition, puisque nous en sommes, après les trois premières qui ont eu lieu en présentiel à la DIL, à cette quatrième édition qui revêt un caractère particulier, crise sanitaire oblige, et qui se fait essentiellement sous forme de webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions aux intervenants et sachez aussi que ces webinaires seront publiés, en fait, apparaîtront en replay sur notre page Facebook dans les jours à venir. Alors, pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de suivre ces webinaires, ils pourront les suivre en replay. Et pour ceux qui n'ont pas pu poser toutes leurs questions, ils auront encore la possibilité de nous appeler à la DIL. Mais je ne serai pas plus longue et je laisse Marie-Claude Louis, notre conseiller juriste à la DIL, je laisse la parole aux intervenants. Voilà. Bonjour, merci d'être présent avec nous, merci de suivre ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous vous rappelons qu'il y aura des webinaires tous les jours à 18 h. Donc soyez présents, soyez là pour nous accompagner. Alors si vous avez des questions, vous pouvez les poser via
le chat, donc vous avez les QR, questions-réponses, mais aussi le volet discussion. Nous veillerons à répondre à chacune de vos questions le plus précisément possible. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, on reçoit des bonsoirs. Donc, nous revenons sur le thème de l'allocation accession aujourd'hui. On a vu les conditions de financement et les différentes sources de financement d'un projet d'accession à la propriété lundi. On avait également invité Action Logement qui intervenait pour les prêts réservés aux salariés du privé. Donc, le nerf de la guerre, connaître les financements possibles. Est-ce que le projet est faisable ou pas? Donc, ça, c'était le premier webinaire. Ensuite, on a tenu compte des effets de la crise sanitaire, notamment le surcoût sur les matériaux, les différents équipements, les travaux. Donc, le surcoût sur l'accession à la propriété également. Donc, ça, c'est un deuxième volet pour étudier avec vous comment s'adapter, comment adapter le projet, comment s'adapter aux différentes conséquences financières à l'augmentation du coût de la construction. Alors, je vois déjà une réponse, donc on va y répondre au fur et à mesure, une question sur les situations de surendettement et notamment un ménage en accession à la propriété. Donc, on va répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, nous allons commencer donc, sur ce webinaire sur la location accession. Donc, je vous fais une petite présentation assez brève de la DIL, de la structure que je représente aujourd'hui, et par la suite, donc, voir avec vous le régime juridique de la location accession. Et pour finir, on verra vraiment le côté pratique avec les projets, avec les programmes et surtout les questions qui ont été posées hier sur le coût, sur le prix des logements. Donc, on aura les réponses par rapport aux résidences proposées en location accession et permettre aux ménages de connaître le coût de ces projets en fonction des logements en résidence individuelle, en maison mitoyenne ou éventuellement en appartement copropriété. Donc, sur la présentation de la DIL, donc la DIL, Agence départementale d'information sur le logement, donc la DIL est agréée dans le cadre du Code de la construction et de l'habitation. Donc, c'est l'article L 366-1 qui définit les différentes missions de la DIL. La DIL offre gratuitement au public un conseil qui est un conseil complet, un conseil neutre, mais aussi objectif sur toutes les questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. La DIL fonctionne grâce aux contributions de ses partenaires adhérents. La DIL permet aux usagers, aux personnes qui nous consultent, de mieux connaître leurs droits, leurs obligations et surtout de pouvoir faire des choix adaptés, de trouver des solutions qui s'adaptent à chacun de leurs cas spécifiques, puisque ce sont des consultations personnalisées, des consultations anonymes et confidentielles. La DIL est aussi le relais des politiques publiques en ce sens où nous centralisons toute l'actualité, toutes les informations sur le logement et sur l'habitat. La DIL fait partie d'un réseau, donc c'est un réseau d'ADIL. Nous sommes à plus de 82 ADIL dans toute la France. Et je précise que les départements d'outre-mer, donc la Réunion, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, ces départements sont dotés d'une agence départementale d'information sur le logement. Donc, le logement, l'habitat, que le logement. La DIL est mise en place en Guadeloupe depuis 1994, donc ça fait 28 ans qu'on dispense nos conseils au public, aux particuliers, mais aussi aux partenaires. La DIL a un statut d'association, loi 1901, donc elle a été mise en place par le conseil départemental, l'État, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, puis ses partenaires ont été rejoints par les différents bailleurs sociaux ainsi qu'Action Logement. Donc je vous ai dit, la DIL renseigne gratuitement le public sur les questions d'habitat. Là, je vais vous parler des grands thèmes de consultation. Donc, par rapport à notre rapport d'activité, on arrive à extraire les grandes questions qui reviennent régulièrement. Donc, plus de la moitié de nos consultations concernent la location. Il peut s'agir d'un propriétaire, mais également d'un locataire, puisque je vous ai précisé que nous sommes neutres. On ne défend pas les locataires, on ne défend pas les propriétaires. On permet à chacun d'être informé, d'avoir l'information et de faire des choix. D'accord? Donc, nous ne faisons pas non plus les choix. Ce sont les consultants qui sont amenés avec les informations à faire leur choix juridique. Donc, nous renseignons sur la location. Ça peut être des conseils sur la rédaction d'un contrat de location. Quelles sont les conditions pour mettre fin à ce contrat? Les délais à respecter si on veut partir d'un logement? Quelles sont les charges et les obligations
dont le locataire est tenu, quelles sont les conditions pour établir un état des lieux, la restitution du dépôt de garantie. Donc, toutes ces questions concernant la location sont abordées lors des consultations, qu'il s'agisse de propriétaires bailleurs ou de propriétaires qui vont mettre en location, mais également des locataires qui viennent se renseigner. Nous abordons aussi les questions concernant les relations avec les professionnels, les agents immobiliers, les constructeurs, les artisans. Nous renseignons également sur tout ce qui concerne les assurances, celles qui sont liées au crédit, au financement. Lundi, on a abordé, dans le cadre du webinaire sur les financements des projets d'accession, nous avons abordé les différentes assurances liées à l'emprunt, liées au crédit. Nous abordons également les questions liées à la construction, mais aussi à l'habitation. Toute la réglementation concernant la qualité de l'habitat, la non-décence, l'insalubrité, la présence de termites ou pas dans le logement font partie des thèmes de consultation à la DIL. Également, le volet copropriété. Souvent, ce sont des ménages qui souhaitent faire un achat, une acquisition d'un appartement en copropriété et qui viennent nous voir pour connaître la réglementation, le fonctionnement d'une copropriété. Comment se déroule l'Assemblée générale, quelles sont les personnes qui peuvent y assister, qui peuvent voter lors de l'Assemblée générale, comment se paient les charges, est-ce que c'est payé chaque mois, est-ce que c'est payé à l'année. Donc, toutes ces questions concernant la copropriété font partie des thèmes de consultation à la DIL. Et pour finir, on intervient sur l'accession à la propriété. Donc, c'est la semaine de l'accession à la propriété à la DIL. Donc, dans le cadre de l'accession à la propriété, on va intervenir sur 3 angles très importants. Le premier, c'est le volet financement. Donc, les conseillers juridiques à la DIL sont en mesure de vous établir une simulation financière afin de déterminer avec vous est-ce que le projet est faisable ou pas. Est-ce que vous pouvez le concrétiser ou est-ce que vous devez le reporter? Est-ce que le crédit, notamment souvent on a la question du crédit voiture, est-ce que le crédit voiture constitue un frein, un obstacle à ce projet d'accession? Donc, lorsque nous faisons les simulations financières, on a pour but d'accompagner le ménage pour lui permettre de connaître les prêts possibles, les prêts mobilisables, la faisabilité de son projet et aussi lui permettre de mieux négocier son financement avec les banques, d'avoir les clés, d'avoir les questions et aussi d'avoir les moyens de négocier le taux du prêt, le taux des assurances et toutes les conditions financières. Donc ça, c'est le premier volet dans le cadre de l'accession, c'est de connaître sa capacité d'emprunt, sa capacité à financer un projet. Deuxième volet, nous vérifions les contrats. Alors là, c'est vraiment important, quel que soit le projet, vous souhaitez acheter un terrain, vous souhaitez acheter un appartement, vous envisagez de construire une maison. Alors, vous pouvez passer par un constructeur clé en main. C'est ce qu'on appelle juridiquement, nous, CCMI. C'est quoi? C'est le constructeur de maisons individuelles. Donc là, vous aurez un contrat unique avec une seule entreprise qui va se charger de la totalité de vos travaux et qui va vous livrer la maison clé en main. Vous pouvez décider de passer par plusieurs entreprises séparées, plusieurs artisans. Vous pouvez aussi décider de vous faire accompagner par un maître d'œuvre, donc ça peut être un architecte, un bureau d'études, qui va vous accompagner dans la conception du projet, mais également qui peut être là, si vous lui confiez une mission totale, jusqu'à la réception, à l'accompagnement des artisans, jusqu'à la réception de votre maison. Ça, c'est le volet juridique, la vérification des contrats, des promesses de vente pour les terrains, des compromis de vente, tout ceci avant signature. On insiste, puisque la mission de la DIL, c'est une mission préventive, c'est une mission avant litige, avant contentieux. Mais on est là justement pour prévenir, pour éviter qu'il y ait des litiges, pour que vous ayez les informations pour faire des choix. Donc, faites vérifier, pensez à faire vérifier vos contrats avant de les signer et, si possible, avant de faire quelques versements que ce soit. Pas de versement, pas de chèque déjà versé et vérification par la suite. Donc, ça, c'est un petit conseil sur les contrats, la possibilité de les faire vérifier, de vérifier chacune des clauses avec vous avant de signer. L'autre volet, c'est la fiscalité. Quand on fait un projet d'accession à la propriété, en dehors du remboursement de la mensualité du prêt, mais vous vous soumettez aussi à un certain nombre de taxes, de charges, d'impôts en fonction du type de projet. Un logement dans le neuf, un appartement ou un logement dans l'ancien. Donc, par rapport à l'accession à la propriété, vous voyez qu'on peut vous accompagner à chaque étape, que ce soit au financement, mais jusqu'aux charges, aux frais quand vous êtes déjà propriétaire, quand vous êtes déjà chez vous. Donc, c'est un peu brièvement brossé
les différentes missions sur lesquelles la DIL renseigne. Donc, vous avez là la petite brochure de présentation avec le petit parcours. On a l'impression que c'est un parcours du combattant, mais croyez-moi que le parcours de l'accession, ce n'est pas si simple, c'est fragile et c'est vraiment risqué. Il faut vraiment que vous ayez un conseil pour sécuriser ce projet et vous rassurer à chaque étape, pas à pas. Pour finir, je rappelle que la DIL assure une permanence téléphonique. Donc, tous les matins, vous pouvez nous joindre au téléphone entre 7h30 et 9h si vous avez des petites questions. Alors, c'est une permanence rapide, hein, c'est vraiment 5 minutes maximum. Nous assurons la réception sur rendez-vous. Donc, depuis la crise sanitaire, c'est sur rendez-vous uniquement que nous recevons. Nous pouvons recevoir sur rendez-vous téléphonique. Donc, vous bénéficiez d'une consultation téléphonique, un rendez-vous au téléphone, mais également un rendez-vous au siège de la DIL. Nous avons également des permanences de proximité. Nous sommes en commune. Donc, vous pouvez nous joindre à Saint-Claude. Donc, nous sommes tous les premiers lundis du mois en permanence à Saint-Claude. Nous avons, depuis l'année dernière, commencé les permanences avec la CNGT, la communauté d'agglo Nord-Grande-Terre. Donc, les résidents des communes Port-Louis, Anse-Bertrand, Morne-à-l'Eau, Petit-Canal et Le Moule peuvent nous consulter directement en secteur en commune. Nous sommes également sur la carte, la Riviera du Levant, s'agissant des communes du Gosier, Désirade, Saint-François et Sainte-Anne. Donc, n'hésitez surtout pas, que ce soit dans le cadre des permanences en commune ou directement à la DIL, à nous poser toutes vos questions. Donc, ça, c'est la petite présentation assez rapide des différentes missions qui nous sont confiées à la DIL. Nous allons passer au cœur de ce webinaire de ce soir sur ce dispositif qui peut être une bonne option pour accéder autrement, pour accéder à la propriété, ce dispositif qu'est la location-accession. Donc, dans un premier temps, je vais vous définir la notion de location-accession et voir avec vous par la suite les spécificités qui sont liées au PSLA, le prêt social location-accession. On va discuter de ces termes par la suite. Alors, pour définir la location-accession, on va vous dire que c'est un mécanisme qui va permettre à des ménages qui n'ont pas forcément un apport ou des épargnes, une épargne qui est trop importante, va permettre à ces personnes d'acquérir le logement qu'elles occupent en étant dans un premier temps locataires de ce logement. C'est pour ça qu'on l'appelle location-accession. Donc, ces ménages qui occupent ces logements dans le cadre d'un contrat location-accession vont être en qualité de locataires occupant dans ce logement dans un premier temps. Donc, c'est ça qui fait la différence. On n'est pas dans une phase d'accession classique. On a un statut de locataire dans un premier temps. Donc, vous avez la première phase dite locative, où l'accédant se retrouve dans une situation qui est similaire, qui est assimilée à la location. Et dans la seconde phase dite acquisitive, il va faire l'acquisition. L'accédant acquiert le logement en levant l'option, en disant qu'il souhaite faire cette acquisition et qu'il peut surtout financer cette acquisition. Donc, ce mécanisme de location-accession repose sur ces deux phases et sur la possibilité que l'accédant soit locataire de son logement avant de faire son acquisition. Donc ça, c'est le volet mécanisme location-accession. Les spécificités du PSLA, qui est un mode d'accession de location-accession, le prêt social location-accession. Alors, le PSLA, c'est le nom du prêt. C'est le nom du prêt qui permet de financer l'opération. Alors, c'est un prêt qui peut être consenti à des personnes morales, ça peut être des organismes HLM, des sociétés d'économie mixte, mais également des promoteurs privés qui peuvent bénéficier d'un prêt social location-accession, c'est le nom du prêt, pour des opérations. Alors, ce sont des opérations qui sont agréées par l'État pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou anciens faisant l'objet d'un contrat de location-accession. Alors, ce contrat, ce sera entre l'accédant et le promoteur, l'opérateur qui mène le projet. Donc, prêt social location-accession, ce sont des dispositifs qui accordent des prêts à des organismes pour des opérations agréées par l'État en vue de la construction de logements qui seront proposés aux ménages dans le cadre d'un contrat de location-accession. C'est sur la base de cet agrément que l'opération de location-accession va devoir respecter un certain nombre de conditions, puisqu'il y a l'agrément de l'État, donc il y a des conditions à respecter pour que les ménages puissent accéder à ce produit, à ce type de projet. Premier type de conditions, ce sont les conditions concernant le logement. Alors, initialement, le prêt social location-accession ne portait que sur les logements neufs. Depuis le décret du 12 novembre 2020,
la notion de logement neuf a été précisée, on va y inclure les logements qui sont anciens, mais qui font l'objet de gros travaux, tellement importants qu'on va considérer que les travaux concourent à la production ou à la livraison de logements neufs. Donc, nous, c'est l'hypothèse quand on dit aux gens, ben, le logement est tellement abîmé, tellement dégradé, vous y faites tellement de travaux, vous touchez les grosses œuvres, la charpente, l'électricité, tous les corps de métier, à ce moment-là, on considère que c'est un logement neuf. Donc, logement ancien qui fait l'objet de gros travaux, nature de travaux qui concourent carrément à ce que le logement soit considéré comme étant neuf au sens des impôts, au sens fiscal. Donc, il y a eu cette extension où on considère qu'on peut aussi faire du PSLA pour des logements anciens, mais rénovés carrément en neuf. À ce que le logement soit considéré comme étant neuf au sens des impôts, au sens fiscal. Donc, il y a eu cette extension où on considère qu'on peut aussi faire du PSLA pour des logements anciens, mais rénovés carrément en neuf. Le PSLA a été étendu également depuis cette ordonnance, depuis ce décret de novembre 2020. Il est étendu aux logements anciens, mais notamment avec condition de réaliser un certain nombre de travaux, un certain pourcentage de travaux par les opérateurs. Donc, pour le moment, nous, en Guadeloupe, on n'a vu que les logements neufs qui sont proposés, mais l'extension a quand même été de permettre que les logements anciens faisant l'objet de travaux puissent aussi être proposés dans le cadre de la location-accession. Voilà, donc type de logement, principalement du neuf, mais la loi 2020 permet également, sous condition de travaux, que les logements anciens puissent entrer dans ce cadre. L'agrément implique également le respect des conditions de ressources. Donc, l'objet du PSLA, c'est d'offrir à des ménages modestes l'accession à la propriété. Donc, on doit respecter des conditions de ressources. Et là, je vous ai mis le plafond de revenus à ne pas dépasser pour prétendre à un contrat de location-accession avec un opérateur sur le département. Donc, nous sommes en zone B pour les départements d'outre-mer et vous avez le plafond. Donc, le plafond, c'est le revenu fiscal de référence. Donc, c'est le revenu après les abattements. Donc, on peut prendre un exemple de ménage, donc un couple avec un enfant à charge. Le revenu fiscal de l'année N-2, donc là, on est en 2022, on va prendre votre revenu fiscal qui est sur l'avis d'imposition de 2020. Donc, le revenu ne doit pas dépasser pour cette famille 39 052 €. Donc, si vous regardez votre revenu fiscal et vous ne dépassez pas ce plafond, vous pouvez prétendre à un projet de location-accession. Autre condition exigée par le dispositif du PSLA, c'est le fait que l'accédant doit s'engager à occuper le logement à titre de résidence principale. Donc, il ne s'agit pas de logement dont on peut faire l'acquisition pour investir, pour louer ou pour l'occuper comme pied-à-terre, comme résidence secondaire. L'objet, c'est que ces logements soient occupés par les accédants à titre de résidence principale. Alors, je rappelle que la notion de résidence même, de résidence principale, se définit par le logement que vous occupez au moins 8 mois à l'année. Donc, c'est vraiment important pour déterminer si le logement est occupé à titre de résidence principale ou pas. Il doit être occupé au moins 8 mois à l'année. Donc, c'est vraiment pour constituer son logement, son foyer, ce n'est pas pour des investisseurs. Donc, on a vu que ça peut concerner principalement des logements neufs, mais également des logements anciens avec des gros travaux. On a vu que pour prétendre à ce dispositif, il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenus. On a vu que l'accédant doit également s'engager à occuper le logement à titre de résidence principale. Pendant la phase locative, ça aussi, c'est une modification des conditions et notamment de la durée de la phase locative. Donc, je vous ai dit, il y a une phase locative et ensuite une phase acquisitive. Pendant la phase locative, on vous dit déjà que la durée de la phase locative, c'est d'au moins 6 mois. Donc, avant, on était sur des phases, sur des durées d'1 an. Là, depuis ce décret du 15 novembre 2020, on a réduit la durée. Donc, la phase locative, c'est d'au moins 6 mois. Donc, il n'y a pas de durée maximum, pardon, mais c'est minimum 6 mois. Pendant cette phase, le ménage qui occupe le logement, il doit verser une redevance. Alors, ce n'est pas un loyer comme les locataires. L'accédant est assimilé à un locataire, mais ce n'est pas un loyer qu'il verse. Il verse une redevance. Alors, cette redevance, elle est composée de 2 choses. Une première, c'est l'indemnité d'occupation, parce que finalement, on vit dans le logement, on l'occupe, et cette indemnité va intégrer les charges ainsi que les frais de gestion de l'immeuble, de la résidence.
Et la deuxième part, c'est une épargne. C'est ce qu'on appelle la part acquisitive. Seule cette part acquisitive, qui constitue, si vous voulez, une avance sur le prix, cette part peut s'imputer sur le prix de vente du bien. Donc, ça veut dire que l'indemnité d'occupation correspond au paiement, à la compensation du fait que vous habitez le logement, ne se déduit pas, ne s'impute pas sur le prix de vente. On a souvent des personnes qui nous disent, voilà, je paie 650 €. Est-ce que c'est la totalité des 650 € qui se déduit sur le prix de vente? Non. Les 650 € que vous payez, il y a une part loyer, 500. Il y a une part d'avance sur le prix, 150. Seuls les 150 vont être imputés, vont se retirer, vont être déduits du prix de vente. D'accord? Donc, ce n'est pas la totalité du prix, puisque ça voulait dire que vous louez le logement, vous l'occupez gratuitement. Donc, non, il n'y a pas d'occupation gratuite du logement. Donc, la redevance est composée de l'indemnité d'occupation, parce que vous habitez le logement, et de la part acquisitive, donc l'avance sur le prix de vente. En général, c'est la plus petite part. Vous verrez, ce n'est pas la plus grande part. La plus grosse part, c'est quand même le loyer, l'indemnité d'occupation. Sur la part acquisitive, donc vous avez bien compris, c'est une acquisition. C'est un mode d'accession. Donc, à un moment donné, il faut la bien basculer sur la phase acquisitive. On a vu que la durée de la phase locative était de 6 mois. Ça veut dire que pour les ménages, les futurs ménages accédants, ben, ils peuvent, au bout de 6 mois, lever l'option, donc décider de faire cette acquisition. Donc, ils devront payer, ils devront s'acquitter du prix de vente. Le prix de vente est indiqué dès la signature du contrat de location-accession. Donc, lorsque le ménage opte pour ce statut d'accédant, il veut quitter ce statut de location pour basculer sur l'acquisition, il aura ce prix de vente à verser. Alors, en général, il est aussi prévu dans le cadre du projet PSLA que l'opérateur qui porte le projet, l'organisme, il doit disposer d'un engagement d'un établissement de crédit qui va consister à proposer, qui va s'engager à proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts permettant le transfert de propriété, permettant de financer cette acquisition. Cependant, on l'a vu aussi lors du premier webinaire s'agissant des financements, l'établissement de crédit, donc la banque, sera également amené à vérifier que le ménage présente les garanties de solvabilité, des garanties suffisantes au moment de la levée d'option. Ça veut dire que la banque va vérifier que vous répondez aux exigences bancaires et que votre situation permettra effectivement que vous puissiez rembourser le crédit sans difficulté. Donc, votre situation va être appréciée aussi au moment de la levée d'option, au moment de faire cette acquisition. On va faire un petit rappel. Donc, on a vu les différentes conditions. Donc, il y a les conditions de ressources à ne pas dépasser. Vous devez vous engager à occuper le logement à titre de résidence principale. Vous avez une redevance à payer avec une part locative et une part d'avance sur le prix. Mais il y a aussi la question du financement. Donc, on est sur la phase acquisitive. Vous souhaitez faire cette acquisition. Comment le financer? On va faire juste un petit rappel par rapport au prêt à taux zéro. Je dis rappel parce qu'on a abordé la question de ce prêt lors du premier webinaire de lundi concernant les financements à l'accession. Alors, le prêt à taux zéro, c'est une avance remboursable sans intérêt. Ça veut dire que sur le montant de prêt qui vous sera accordé, vous n'aurez pas d'intérêt à rembourser. Alors, je dis intérêt parce que la banque peut quand même vous réclamer les frais d'assurance, décès, invalidité. Donc, seuls les intérêts ne sont pas réclamés. C'est un prêt qui intervient en complément du prêt bancaire. Ça veut dire, comme c'est un prêt complémentaire, qu'il ne pourra pas à lui seul financer votre acquisition. Vous aurez une part de prêt à taux zéro. Pour ceux qui sont salariés dans le privé, ils pourront aussi rajouter une part de prêt action logement. Et vous aurez toujours le financement principal qui est le prêt bancaire. Donc, le prêt à taux zéro à lui seul ne financera pas votre projet. D'où l'idée que je vous ai dit que la banque va quand même regarder votre solvabilité. Ce ne sera pas un prêt à 0% pour l'opération entière. Donc, avance remboursable sans intérêt. Qui est concerné? Sont concernés par le prêt à taux zéro les primo-accédants. Alors, c'est quoi un primo-accédant? C'est une personne qui acquiert sa résidence principale et qui n'était pas déjà propriétaire de sa résidence principale, et ceci au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt. Ça veut dire que si vous faites le projet en 2022, on va vérifier qu'en 2021, qu'en 2020, vous n'étiez pas déjà propriétaire de votre résidence principale.
Alors, sur ce point, la notion de primo-accession concerne le prêt à taux zéro, mais ne concerne pas, ce n'est pas une exigence. On a vu les exigences du PSLA, du prêt social location-accession. Cette condition n'est pas exigée pour bénéficier d'un contrat de location-accession. C'est comme pour le prêt à taux zéro. Donc, on peut bénéficier du prêt à taux zéro pour financer une opération de location-accession, pour lever l'option, si on n'est pas déjà propriétaire de sa résidence principale ou si on n'a pas été au cours des 2 dernières années, et si on ne dépasse pas un autre plafond de ressources. Donc, vous avez ici les plafonds de ressources pour le prêt à taux zéro. Alors, si vous avez été attentif, vous vous rendez compte que pour un ménage, on va prendre l'exemple de départ, un couple avec un enfant, le plafond de revenus à ne pas dépasser, c'est 51 000. Vous vous rendez compte que ce plafond est déjà supérieur au plafond du PSLA qu'on a vu avant. Ça veut dire que si vous ne dépassez pas les plafonds pour avoir droit au PSLA, vous ne dépassez pas les plafonds pour le prêt à taux zéro, puisque les plafonds du prêt à taux zéro sont supérieurs à ceux du PSLA. Donc, automatiquement, vous y avez droit. Donc, la seule condition qu'il faudra respecter, par contre, c'est ne pas avoir déjà été propriétaire de sa résidence principale. C'est la seule qui reste. Donc, OK pour les revenus, donc on n'insistera pas. Si vous répondez aux conditions du PSLA, pour le prêt à taux zéro, c'est OK. Après quelle opération? Ça aussi, on a eu beaucoup de questions. Le prêt à taux zéro finance principalement, majoritairement, la résidence principale dans le neuf. Le neuf s'entend d'un logement qui n'a jamais été occupé. Vous devez être la première personne qui rentre, qui y vit, qui l'occupe. Le neuf, ça peut être, vous achetez un terrain, vous construisez votre maison. Le neuf, ça peut être, vous êtes déjà l'heureux propriétaire d'un terrain, vous avez hérité, vous avez pu l'acheter il y a quelques années, et là, vous n'allez que construire la maison. Ça peut être aussi l'achat d'un logement, ça peut être une maison ou un appartement, dans le cadre des VFA. Alors, les VFA, c'est les ventes en état futur d'achèvement. Ça concerne les promoteurs qui font des appartements et qui proposent l'achat d'un appartement et vous l'achetez au fur et à mesure de la construction. Ça aussi, c'est considéré comme étant du neuf. C'est vrai, on a vu les 2 phases de la location-accession. On a vu qu'il y a une phase locative où vous avez la qualité, vous êtes assimilé un locataire, et ensuite vous avez la phase acquisitive où vous levez l'option, vous devenez propriétaire. Donc, beaucoup de questions concernant le fait que justement, le logement avait déjà été occupé. Et on nous dit, c'est plus un logement neuf. Le prêt à taux zéro vise expressément la situation d'achat de logement qui fait l'objet d'un contrat de location-accession, notamment le PSLA. Donc, même si le logement n'est pas considéré comme étant neuf, parce que c'est plus de 6 mois que vous y habitez, vous pouvez bénéficier du prêt à taux zéro pour financer une opération de location-accession, notamment le PSLA qui est proposé. Donc ça, c'est un point très important puisqu'on a eu beaucoup de questions dessus. Et à chaque fois, on dit, mais non, même si vous êtes déjà dedans, qu'il n'est pas neuf, vous pouvez quand même bénéficier de ça. Donc, quand je vous disais qu'on vous donne les informations pour mieux négocier avec les banques, ça fait aussi des éléments où vous devez bien rappeler à la banque que oui, le PSLA, les locations-accession, on peut bénéficier du prêt à taux zéro. Et on a en plus que vous ne dépassez pas les plafonds du prêt à taux zéro. D'accord? J'ai une question. Alors, j'ai la question, est-ce que c'est également N-2? Je pense que c'est par rapport à l'avis d'imposition. Alors oui, les plafonds à ne pas dépasser pour bénéficier d'un contrat de location-accession, c'est N-2. Donc, on a dit l'avis d'imposition de 2020, puisqu'on est en 2022. C'est également le N-2 pour le prêt à taux zéro. Oui, sur les revenus, oui. Avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020. Oui, c'est les revenus, N-2. Donc, pour ça, oui, donc dans les 2 cas, c'est N-2. J'avais une question avant. Alors, bonsoir, quelqu'un qui est accompagné par l'IEDOM, donc dans le cadre de plan de sous-endettement, qui travaille et qui est en couple, peut-il prétendre à ce projet d'accession? Alors, dans le cadre des conditions qu'on a vues, c'est-à-dire ne pas être déjà propriétaire de sa résidence principale, là, c'est pour le prêt à taux zéro, ne pas dépasser les plafonds de revenus, s'engager à occuper le logement de résidence principale, je vous dirais oui, toutes les conditions sont remplies. Par contre, on est plus sur la question de la levée d'options, où à ce moment-là, je vous ai dit que la banque va vérifier que vous lui apportez les garanties suffisantes de solvabilité. Il se peut que dans le cadre d'un suivi avec les DOM,
que vous soyez fiché donc aux incidents de remboursement. Il faut savoir que quand vous avez l'inscription au fichier des incidents de remboursement, vous ne pouvez pas faire un crédit, faire un prêt. Donc là, ça peut être une difficulté puisque vous avez une durée d'inscription au fichier qui fait que vous ne pouvez pas financer à l'aide d'un prêt. Donc ça peut être une difficulté. Ça dépend de la durée. Voilà, ça dépend de la durée de l'inscription. En principe, il faut vérifier avec l'IDOM quelle est la durée de l'inscription, puisque pendant cette durée, vous ne pouvez pas envisager de faire un crédit pour accéder. Alors, on me demande le crédit, c'est sur quelle durée? Alors, la durée du crédit va dépendre de vos revenus, va dépendre de la mensualité que vous pouvez rembourser, va également dépendre du type de projet. On verra avec Madame Laure les prix, une moyenne de prix des logements. Tout dépend du prix du logement. Donc, la durée, ça peut être sur 20, 25 ans s'il le faut. Et tout dépendra de la durée. Mais on peut aller sur 25 ans pour que vous ayez des échéances raisonnables. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit lundi, notamment ce qu'on appelle le taux d'effort, le taux d'endettement. C'est-à-dire que par rapport à l'ensemble de vos ressources, de vos revenus, vous avez une mensualité, tout crédit confondu, à ne pas dépasser. En général, ce taux d'effort varie entre 30 et 33%. On a vu des organismes et des banques qui peuvent aller un petit peu plus, mais c'est 30-33% de vos revenus. Donc, la durée va dépendre de ces différents paramètres. Alors, j'ai une question avant. Alors, bonsoir, si je comprends bien. Si je bénéficie déjà d'un PTZ en métropole et que je souhaite accéder à l'accession en Guadeloupe, je ne pourrais pas de nouveau prétendre un nouveau PTZ. Alors là, on est dans des cas particuliers par rapport au PTZ. Ça, on peut le voir avec vous. Mais normalement, si vous avez bénéficié d'un PTZ en métropole, c'était pour votre résidence principale. Il y a des situations, des cas spécifiques, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a des cas particuliers où vous pouvez, si vous revendez le bien, à nouveau avoir droit au PTZ. Il y a des départs à la retraite, des mutations, des choses comme ça. Donc, vous pouvez nous contacter, on peut aborder avec vous les conditions pour à nouveau bénéficier du prêt à taux zéro. C'est des cas, c'est des exceptions à l'obligation d'occuper le logement à titre de résidence principale. Donc ça, on pourrait les aborder. Je pense aborder les questions avant, mais on était bon. OK, donc, alors oui, j'ai une autre question. La DIL accompagnera les acheteurs potentiels sur les différentes démarches. Ah ben oui, je ne peux que vous rappeler oui. Les démarches sur le financement, sur la vérification de vos différents contrats et aussi des conseils sur les avantages fiscaux, puisqu'on n'a pas fini. On était sur la partie avantages fiscaux liés au dispositif PSLA. Y a-t-il un âge maximum pour accéder à la propriété? Alors, ça aussi, c'est un point sur les financements. On ne dira pas forcément qu'il y a un âge maximal, sauf que la banque a besoin que vous puissiez, pour le crédit immobilier, avoir une assurance décès-invalidité qui couvre, qui garantit la banque pendant toute la durée du prêt. Ça veut dire que si vous avez un prêt sur 20-25 ans, il est nécessaire et obligatoire que vous ayez une assurance décès-invalidité qui couvre jusqu'à l'échange du prêt. Donc maintenant, tout dépend de l'âge où vous faites le projet. Si vous le faites à 40 ans, donc si on rajoute les 25 ans de crédit, ça va. Si vous le faites à 70 ans, ça peut être plus compliqué, puisque les compagnies d'assurance, en général, on tourne de 80-82 ans la durée maximum d'assurance qui est couverte. Donc, ça peut être délicat, tout dépend de l'âge où vous commencez. Après, maintenant, tout dépend de vos revenus, de vos épargnes, de tout ce que vous allez mettre de côté pour envisager un projet d'accession. Donc, c'est un ensemble de paramètres qui permettra de déterminer est-ce que l'âge peut être un frein. Alors, l'occupant peut-il demander une extension de la phase locative? Alors, j'ai dit que la durée de la phase locative, donc c'est une modification qui a été portée depuis le décret de novembre 2020. C'est une durée minimum de 6 mois, mais ce n'est pas une obligation, il n'y a pas de durée maximale. Et je ne sais pas si sur ce point-là, vous souhaitez répondre, Madame Laure? Oui. Bonsoir à tous. Donc, en fait, si vous voulez, dans les contrats de location-accession vont quand même venir fixer une durée limite pour la période de location. Donc, nous, par exemple, on fixe la phase locative à 1 an. Passé, si effectivement il y a un accident de parcours durant la période de location qui demanderait d'étendre un petit peu la durée, il faudra alors nous motiver la demande de manière à ce qu'on puisse l'étudier et voir quelle solution y apporter.
Mais l'idée, c'est de pouvoir passer sur la phase acquisitive le plus rapidement possible et pouvoir bénéficier des garanties de la sécurité du statut de propriétaire. D'accord, donc ça, c'est possible. J'allais finir sur la partie. Alors, j'ai une nouvelle question. Donc, étant en couple, est-ce qu'un seul des deux peut faire une demande de prêt pour que celui qui est fiché ne soit pas pénalisé? Donc, on peut l'accès et là, ce sont des situations purement personnelles. Alors, ça dépend du couple, ça dépend si c'est le couple marié, le couple pacsé, puisque la situation n'est pas la même. Donc, par contre, pour des consultations un peu plus personnelles, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous et là, on va vous faire une étude personnalisée de votre cas. Donc, pour ce point-là, non. Alors, oui, j'ai un âge de 58 ans pour mon projet. Oui, alors, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas l'âge qui soit vraiment l'élément déclencheur, c'est aussi un ensemble de paramètres. Je vous ai parlé notamment du type de projet que vous faites, du coût du projet. Si vous envisagez une acquisition d'un bien de 120 000 €, ce n'est pas la même chose s'il coûte 280 000. Si vous avez pu épargner pendant les 20 ans d'activité, que vous avez une épargne de 90 000 €, ce n'est pas pareil si vous avez utilisé les dernières petites économies que vous avez. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui permettent de calculer la faisabilité du projet. L'âge n'est pas qu'un frein, ça dépend de la durée du prêt. On peut faire un prêt sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Alors, sur les offres, il est noté durée locative d'un an. Oui, je vous ai dit que les 6 mois, c'était au moins 6 mois, mais c'est possible que vous ayez sur le contrat de location-accession une durée haute. Ça, c'était une nouvelle. Nous, on était aussi sur un an de location, de phase locative, puisque c'est ce qui était proposé. C'est tout récent. Donc, on a la possibilité de faire sur une durée de 6 mois. Alors, je suis seule, est-ce possible? Alors, le fait d'être seule par rapport à la composition du ménage, ça revient à la question j'ai 58 ans. Chaque cas est personnel. Ça veut dire qu'on va vous faire une étude qui tient compte de votre situation. Ça veut dire que quand vous êtes seul, c'est uniquement vos revenus qui vont entrer en ligne de compte pour finaliser le projet. Ce n'est pas pareil si vous êtes à deux, qu'on ajoute 2 sources de revenus. Mais on peut être à 2, il y a un seul qui travaille aussi. Donc, chaque situation est particulière. Ce que nous vous invitons à faire, c'est de faire des simulations, savoir si c'est possible et dans quelles conditions. Pour ça, on aura besoin de votre avis d'imposition. Vous avez bien vu qu'il y a des plafonds de ressources à ne pas dépasser. On aura besoin de tout ce qui est revenu, vos différentes sources de revenus, salaires et autres. Donc, c'est à partir de là qu'on va déterminer quelle est votre situation. Si vous avez des crédits en cours, je vous ai parlé du taux d'effort, du taux d'endettement, on va aussi le prendre en ligne de compte. J'ai également une question, donc ça, je pense que c'est pour Madame Laure. Proposez-vous des maisons individuelles? Je pense que ça, on le verra dans voilà, tout à l'heure. Donc ça, on va revenir dessus. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va juste finaliser là sur la location-accession. Donc, on a vu les différentes conditions à respecter pour pouvoir prétendre à un contrat de location-accession. On a vu que l'accédant ne doit pas dépasser un certain plafond de revenus. On a vu qu'il doit s'engager à occuper le logement à titre de résidence principale. On a vu que le logement, il y avait l'agrément qui était accordé à l'opérateur pour porter le projet. On a vu qu'il pouvait bénéficier du prêt à taux zéro puisqu'il ne dépasse pas le plafond automatique pour y avoir droit. On a vu que le prêt à taux zéro exige de être déjà propriétaire de sa résidence principale et que ce n'est pas réclamé pour le PSLA. Là, on va parler d'un petit avantage fiscal qui n'est pas moindre quand même et qui est vraiment une exception. C'est vraiment le seul cas où on peut bénéficier de cet avantage fiscal qui est quand même assez intéressant. Donc, je vous ai dit que quand nous renseignons les ménages sur l'accession à la propriété, nous abordons avec eux les questions fiscales, les frais, les charges, les frais annexes au projet. Dans la partie charges, on leur parle de la taxe foncière. En devenant propriétaire, vous vous soumettez à cette taxe foncière qui est liée au fait d'être propriétaire d'un bien immobilier. Le PSLA, le prêt social location-accession, les logements neufs qui sont affectés à l'habitation principale, on a bien vu que c'était une obligation, dans le cadre de contrats de location-accession qui sont financés par le prêt social location-accession, donc les opérations PSLA sont exonérées de taxes foncières. 15 ans d'exonération de taxes foncières, 15 ans à compter de l'achèvement de l'immeuble. Donc ça, c'est quand vous faites le calcul par rapport au type de projet
Et par rapport au coût de la taxe foncière, sur 15 ans, ça peut être quand même intéressant de se dire qu'on peut bénéficier du prêt à taux zéro. Pour certains salariés, on peut bénéficier du prêt d'action logement et on n'aura pas à s'inquiéter de la taxe foncière pendant 15 ans. Des précisions. L'attribution de la capacité du logement prend en compte la composition du ménage. Je pense que ça, ce sera aussi par rapport aux questions que vous avez abordées tout à l'heure. Donc, la composition du ménage et la taille du logement. Outre la date d'achèvement effectif de l'immeuble, ça aussi, on va y voir par rapport justement à l'exonération de la taxe foncière. Entendu sur ce point-là. Donc, on a vu brièvement une petite présentation de la DIL. Je vous rappelle que je suis Marie-Claude Louis, conseiller juriste à la DIL. Donc, je vous accompagne pour ce webinaire de ce soir, consacré au thème de la location-accession, notamment un focus sur le dispositif particulier de location-accession, qui est le PSLA, le prêt social location-accession. On a vu la définition de la location-accession et les spécificités du PSLA, les conditions à respecter pour prétendre à ce contrat de location-accession. C'est un mode d'accession, c'est une option qui est intéressante, qui est intermédiaire pour accéder à la propriété. Là, on va passer la main à Mme Jessica Laure, qui est conseillère en accession à la propriété à la SPHLM, la société Pointoise d'HLM. Et là, elle va vous présenter les aspects pratiques et surtout les programmes et répondre aux questions qu'on a mis de côté. Toutes vos questions sont notées, on va y répondre. Donc, juste un instant qu'on fasse le partage d'écran. Ok, eh bien, du bonsoir. Tout d'abord, merci à Ali pour cette invitation. Et alors, pour revenir un petit peu plus en détail sur l'accession à la propriété en location-accession, donc voilà, nous, à la SPHLM, à côté de notre activité de bailleur social proposant une offre de logement locatif, on propose aussi donc un parcours d'accession à la propriété selon le dispositif de la location-accession. Donc, tout commence chez nous par le dépôt d'une demande d'accession à la propriété, reprenant pas mal d'éléments sur la composition du foyer, les ressources, les prix en cours, le type de logement occupé, si on a une épargne. Et donc, tous ces éléments nous permettent de pouvoir étudier dans un premier temps l'éligibilité de chacun. On vous fait alors un retour par courrier sur cela. Il faut compter en moyenne un mois et demi de délai. Et puis, si effectivement vous êtes reconnu éligible, lorsqu'on lance la commercialisation d'une des opérations situées sur l'une des communes retenant votre intérêt, eh bien, on revient vers vous de manière à pouvoir convenir d'un rendez-vous pour vous présenter plus en détail notre offre, faire des simulations, que vous puissiez vous positionner sur un lot. Voilà, donc ça, c'est vraiment les premières étapes. Une fois que vous êtes positionné sur un logement, on va quand même vous demander, après avoir fait une simulation en agence ensemble, de venir confirmer la faisabilité financière par le biais d'une étude de financement. Alors nous, on a un partenaire bancaire, la Banque Postale. On peut aussi vous orienter vers le crédit social des fonctionnaires si souhaité. Mais si vous avez d'autres habitudes auprès d'autres banques, il est aussi possible de consulter votre conseiller. Dans ce cas-là, les éléments et les documents que l'on vous remet lors de ce premier rendez-vous vous permettent de pouvoir organiser cette première étude. C'est important, cette première étude, parce qu'elle permet de vous sécuriser sur votre projet, de bien pouvoir s'assurer que vous serez en mesure de pouvoir financer sans encombre ce projet immobilier. Une fois que cette étude de financement est réalisée, on peut alors signer un contrat de réservation. Ce contrat de réservation, il vient mettre sur le papier les droits et les obligations de chacun, préciser par écrit tout ce qui a été dit lors du premier rendez-vous, les délais de chantier, la durée de la phase locative, le montant de la redevance, le prix de sortie, le montant des frais de notaire, bref, tout ce qui fait le projet. Le contrat de réservation est accompagné du versement d'un dépôt de garantie qui est égal à 3 redevances. Ce dépôt de garantie est encaissé, il est mis sous séquestre chez le notaire pendant la durée des travaux et il est débloqué quand vous entrez dans les lieux pour vous permettre de vous acquitter des 3 premiers mois d'habitation. Donc en gros, c'est un mal pour un bien ensuite. Voilà.
Donc ça, c'est la première grosse étape. Il y a la période de chantier ensuite qui s'ensuit. Durant le chantier, on vous propose 2 visites. Une première visite à peu près après un an de chantier, c'est le temps qu'il nous faut pour pouvoir vous présenter un logement témoin. Donc là, l'idée, c'est vraiment un petit peu de toucher du doigt ce qu'est un chantier immobilier, parce qu'on y va quand même assez peu souvent lorsqu'on n'est pas dans ce milieu professionnel. Et puis, ça permet de pouvoir découvrir réellement ce sur quoi on s'est positionné, de voir les détails qu'on a pu lire sur la notice descriptive, un peu plus pratique, parce que souvent, voilà, ce que l'on peut voir sur un plan peut être difficile à se représenter. Et pendant cette première visite de chantier, du coup, on a là une représentation réelle de ce sur quoi on s'est positionné. Avec la location-accession, il y a une possibilité de se rétracter à tout moment. Donc, il est possible que, suite à la visite de chantier, tout compte fait, le bien, l'opération ne répondent pas à vos besoins, ou bien que vous ne puissiez plus aller jusqu'au bout. Dans ce cas-là, il est possible de se rétracter. On vous rend, dans ce cas-là, le dépôt de garantie qui aurait été versé. On vous propose ensuite une dernière visite de chantier à peu près 2 ou 3 mois avant la livraison, ce qui permet à chacun à ce moment-là de pouvoir visiter le logement qui a été réservé, prendre quelques mesures. Alors souvent, les réservataires viennent accompagnés d'un cuisiniste, de membres de famille aussi, pour présenter, c'est un petit peu la dernière étape avant la remise de clés. Une fois que le chantier touche à sa fin, eh bien, on peut alors passer à la livraison. Avant de réaliser cela, on propose la signature d'un contrat de location-accession. Ce contrat, c'est un petit peu la clé de voûte de ce dispositif. Il est signé devant le notaire, donc c'est un acte authentique qui vient vous créer des droits réels sur le bien. Ce contrat, il est particulier parce qu'on ne retrouve pas sur les autres dispositifs d'accession à la propriété. Ce contrat, il nous permet de pouvoir faire démarrer la période de location, réaliser la remise de clés, et en même temps, il vous crée des droits réels sur le bien. Ça signifie, pour schématiser un petit peu, que c'est comme si on estampillait la propriété de ce bien à votre profit, alors même que vous n'en êtes qu'au stade de la location. Voilà. Donc, avec ce contrat-là, nous, quelque part, on est lié à votre choix, soit de lever l'option à la fin de la période de location, ou au bout de 6 mois révolus, soit de vous rétracter. Dans ce cas-là, on organiserait la sortie des lieux. Qui dit passage chez le notaire dit bien sûr frais de notaire. Donc, il y a des frais de notaire à prévoir avec ce premier contrat. Il faut compter autour de 2 200 à 2 600 euros selon les prix. Et puis, une fois que la signature est réalisée devant le notaire, on procède alors à la remise de clés. C'est quasiment en même temps. Généralement, on signe le matin, on vous remet les clés dans la foulée, l'heure qui suit, l'après-midi ou le lendemain, en fonction des disponibilités. On arrive à être assez disponible, on sait que c'est important. Donc, la remise de clés se passe, là, c'est traditionnellement, c'est un état des lieux d'entrée sur place. On contrôle chaque pièce avec vous. Et à la fin de cette visite d'état des lieux d'entrée, les clés sont remises en signant un état des lieux de contrat. Démarre alors la période de location. Chaque mois, la redevance est appelée. Alors, vous vous souvenez, j'avais dit au début qu'avec le contrat de réservation, on donnait un dépôt de garantie. Et bien, quand vous entrez dans les lieux, ce dépôt de garantie est utilisé pour prépayer les 3 premiers mois d'habitation. Donc, quand vous entrez dans les lieux, les 3 premiers mois sont déjà prépayés et on commence réellement à prélever les redevances à partir du 4e mois. Alors, on tient compte des dates d'entrée dans les lieux. On fait des proratas. Si effectivement vous entrez en milieu de mois, et on tient compte de cela pour ensuite le départ du prélèvement des redevances. À la fin de la phase locative ou au bout de 6 mois révolus, une fois que vous avez obtenu votre financement, là, on se retrouve une dernière fois chez le notaire pour signer la vente. Donc, à ce moment-là, nous, on va arrêter le prélèvement des redevances. Et puis, vous allez commencer à rembourser votre emprunt comme vous l'aurez convenu avec votre conseiller financier. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner sur tout ce projet d'accession à la propriété, du dépôt de la demande jusqu'à la remise de clés, jusqu'au transfert de propriété et même après.
puisque avec la location-accession, vous avez droit à des garanties de rachat et de relogement qui suivent la vente du bien. Donc, ces garanties sont gratuites et permettent de venir pallier à la vie qui surviendrait durant cette première période de remboursement. Sur le PowerPoint qui passe, effectivement. Alors, nous, on propose des villages jumelés. Donc, des villages jumelés, alors là, c'était au Lamentin, l'une des premières opérations qu'on avait proposées, où les villas étaient jumelées par paire de 2 ou de 3. Actuellement, nos offres sont des villages jumelés. Alors, on aura à venir sur le Lamentin, du côté du théâtre de la Verdure, donc juste au-dessus du service technique du Lamentin. On aura aussi à Pointe d'Or, aux Abîmes, derrière le centre dermatologique, mais également à Petit-Bourg, à Saint-Jean et à Duquesne, donc des villages jumelés par paire de 2. On devient propriétaire du terrain et de la maison. Donc, on a généralement les pièces de vie au rez-de-chaussée et les pièces de nuit à l'étage. Et il faut compter en termes de prix autour des 170 000 euros pour les T4. C'est simple, puisque là, après, vous avez, on est sur des plus grands logements, il y a un système de combles aménageables au-dessus de la base de T3, donc on est davantage autour des 180 000. Donc au mois, pour la partie location, on est autour de 750-800 euros. Et après, pour la partie remboursement, l'idée, c'est de rester aussi sur des montants équivalents à celui d'un loyer. Donc, effectivement, on est quand même assez souvent sur des durées de remboursement de 20 à 25 ans. Donc, c'est proposé par les banques. Après, effectivement, si vous avez un apport personnel, ça permet de venir diminuer la durée de remboursement. Ou alors le montant des banques et le montant des mensualités. En parlant de banque, on avait la question si la banque postale est plus intéressante en termes de taux, mais on est dans une autre banque. Alors, en principe, ça ne fait pas forcément partie des obligations d'être domicilié à la banque, mais vous risquez de devenir client et cliente de la banque qui va vous faire le crédit immobilier en général. Donc, il faudra certainement tout allier et tout prendre d'ailleurs, PEL, SEL, Codévi, assurance vie, tout ce qui va. Donc, ça fera partie du package, c'est vraiment le kit du crédit immobilier, il n'y a pas de souci. Y a-t-il des frais de notaire acquittés? Donc, on a répondu à cette question. Y a-t-il une garantie pour défaut de construction ou autre mauvaise surprise, montée des eaux ou autre? Alors, normalement, on a le volet assurance des autres, ce sera demain sur les assurances. Si on peut juste, par contre, ajouter, alors lorsqu'on livre une opération neuve, vous avez sur le logement une garantie de parfait achèvement qui dure 1 an à compter de la réception du bien, donc qui permet en fait de venir chercher les entreprises du chantier dès lors qu'il y a un désordre qui survient sur le bien immobilier. Donc ça fonctionne. Et puis après, vous avez la garantie décennale aussi et dommage ouvrage pour le gros œuvre. Voilà. Juste une petite chose normalement, là, vous le voyez tout sur quoi? Est-ce qu'il vous est donc voilà, oui, c'est bon. Une pause pendant un instant, il y a une pause. Voilà, donc alors oui, non, j'étais dans le. Alors, il y avait des questions dans le volet questions-réponses et dans le volet discussion. Alors, oui, j'ai une question. Alors, à quel moment le notaire nous contacte pour faire le versement des 3% du prix de vente? Et ensuite, j'ai la question, j'ai signé un contrat de réservation en 2019 chez un autre bailleur pour une livraison prévue en 2020. Malheureusement, nous sommes en attente. C'est une question. On est en attente, non? Alors, pour la première question, en fait, les frais de notaire en location-accession, effectivement, sont de 3,5-4% et ils sont versés en 2 fois. Donc, vous avez une première partie qui est versée pour la signature du contrat de location-accession, donc avant l'entrée dans les lieux, et vous avez une deuxième partie autour de 3 003 à 3 006 en moyenne,
qui est à verser au moment du transfert de propriété. Donc, le notaire, lorsque vous allez lui envoyer, généralement, on nous envoie les offres de prêt signées, validées, qu'on transmet au notaire, et le notaire, ensuite, rédige l'acte de vente et vous l'envoie donc sous pli électronique avec l'appel des sommes dues. Donc, si vous avez un apport à verser, il réalise la demande de versement de l'apport auprès de vous. Si tout est versé par la banque et Action Logement, par exemple, il fait les appels de fonds auprès de la banque et d'Action Logement directement. Voilà. Et une fois que tout est arrivé à l'étude, là, le rendez-vous est confirmé. Chez le notaire. Chez le notaire. Alors, j'ai une question, mais je pense que cette personne va être amenée à se rapprocher de vous. Auriez-vous des plans des maisons jumelées? Je pense que ce sera la prochaine visite à la SPHLM pour voir les plans. Des plans, oui, pour voir les surfaces et les superficies des chambres et tout. Pouvez-vous reprendre le montant du T3, s'il vous plaît? Alors, là, en villa, on est surtout sur des grands logements. Alors, effectivement, sauf sur Petit-Bourg-Saint-Jean, on aura des T3 réellement en villa jumelée. Il faut compter autour des 135 000 à 140 000 € en moyenne chez nous pour un T3. Donc, au moins autour des 600-650 €. Je pense qu'on a aussi une prochaine visite. Que proposez-vous sous la région de Basse-Terre? Alors, sur Basse-Terre, on aura des villas jumelées, T3 évolutif en T5, à Basse-Terre même, du côté de Guillard, ou Guillard, je ne sais pas comment ça. J'ai toujours un doute sur la prononciation. Au-dessus de l'ancien centre régional de la Poste. Ah oui. Alors, pour toute information et pour réception du formulaire de demande, je vous invite à contacter directement nous contacter directement à la SPHLM, et comme ça, on peut vous faire parvenir par mail, bien c'est disponible aussi à l'accueil, la documentation. Donc, vous avez nos coordonnées qui sont affichées là en bas du PowerPoint avec l'adresse mail. Sinon, on reste, la documentation est aussi disponible en agence directement. Oui, alors aussi, pouvez-vous remontrer les projets? Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu un petit bug sur le partage d'écran, mais là, c'est relancé, donc normalement, vous allez les voir. S'il faut le relancer, il repart tout seul, il repart, normalement. Donc, sur les questions. Donc, normalement, on a répondu aux questions de la discussion. Aussi, message. Alors, les projets. Marie, alors, je pense que c'est par rapport au projet sur la Basse-Terre toujours. Est-ce que par rapport à la construction, est-ce que c'est des projets qui ont déjà commencé, ont déjà démarré? Alors là, nous, on va lancer la commercialisation pour avril des villas sur le Lamentin, donc du côté du Théâtre de la Verdure, des T3 évolutifs en T4. On poursuivra ensuite par des appartements du côté de Pointe-à-Pitre, à l'angle du quai Foulon et de la rue Champy, donc sur 15 appartements T3 et T4, dans une résidence sécurisée du côté donc, du quai Foulon. Donc là, voilà, on sera aussi à la fin du premier semestre. On poursuivra ensuite sur la seconde partie de l'année avec les villas des Abîmes, donc des T3 évolutifs en T5, les villas de Petit-Bourg, donc à Saint-Jean, T3 et T4 en duplex, et du Kéry, T4 et T5. D'accord. On avait parlé des visites, que les personnes qui posaient des questions par rapport au plan, notamment des maisons, il y a la possibilité d'avoir des visites, des portes ouvertes où on peut visiter. Alors, chez nous, en fait, c'est vrai que nous, les opérations qu'on propose, on construit pour qu'ensuite les villas soient occupées. Donc, contrairement aux constructeurs de maisons individuels qui peuvent avoir un logement témoin régulier, nous, on a un logement témoin quand on est en cours de chantier. Donc, les visites sont réservées aux réservataires. Donc, c'est vrai que moi, j'encourage toujours à déposer une demande d'accession à la propriété, même lorsqu'on a l'impression que c'est un petit peu tôt, parce qu'on commercialise essentiellement à partir des demandes que l'on reçoit en amont. Voilà. Et les visites de chantier, oui, sont réservées aux réservataires, puisque on livre très souvent en étant presque complet et en ayant une liste d'attente aussi pour les quelques lots qui seraient encore disponibles. Alors, j'ai la question, combien de temps peut durer l'attente entre le dépôt d'un dossier et la proposition d'un bien à SPHLM? Alors, effectivement,
Ça peut varier, tout dépend effectivement de quand est-ce que la demande est déposée. Là, par exemple, les dernières commercialisations qu'on avait lancées, c'était avant la période Covid. On a réalisé des livraisons au cours des grandes vacances dernières, donc en août-septembre, mais c'était des opérations commercialisées en 2019, voire même 2018 pour certaines, il semble. Donc voilà, c'est vrai que pour les personnes et comme on commercialise essentiellement à partir des demandes que l'on reçoit en amont, eh bien, il suffit de déposer cette demande après le lancement des commercialisations pour effectivement, dans l'entre-deux, parfois prendre quelques temps. Là, les commercialisations que l'on lance vont démarrer là à partir d'avril, mais entre avant Covid et à présent, on n'avait pas eu de nouveaux lancements. Donc effectivement, les personnes qui auraient déposé leur demande courant 2020 se sont trouvées dans un entre-deux où on n'a pas pu revenir vers elles très rapidement. Okay. Alors, j'ai une question aussi. Est-ce que pendant la phase locative, l'accédant peut avoir comme un locataire les allocations logement? Oui. Alors, tout dépend des périodes. Là encore, c'est fluctuant. Tout dépend des mandatures. Il y a eu des périodes où l'aide au logement pour l'accession à la propriété avait été supprimée. Elle a été rétablie l'année dernière, pour 2021. Donc actuellement, effectivement, les locataires accédants peuvent bénéficier de l'aide au logement. Après, nous savons que cette aide est fluctuante et moins importante que celle proposée pour le logement locatif social. On ne se base pas dessus pour valider un projet. C'est-à-dire que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau qui vient alléger votre projet, mais ce n'est en aucun cas un élément qui vient valider la possibilité d'accéder à la propriété chez vous. Alors, on avait une question avant, on avait oublié, c'était la question sur la composition familiale et la taille du logement. Oui. Alors, effectivement, on prend quand même en considération la composition du foyer. Ça fait même partie de nos critères, la composition du foyer en lien avec le type de logement demandé. Alors, tout simplement parce qu'on a quand même assez peu d'offres pour beaucoup de demandes. Donc, effectivement, sur les grands logements, eh bien, on va orienter des familles qui ont une composition, la composition de leur foyer un peu plus large. Après, pour une personne seule, eh bien, on oriente sans difficulté vers un T3. C'est une famille. Et la logique, c'est une famille. Oui, tout à fait. Et puis, on a vu aussi avec l'expérience qu'en location-accession, on se projette assez peu sur le T2. Donc, c'est vrai que nous, on a arrêté la position de T2 en location-accession. Et oui, effectivement, le T3, ça permet à un adulte isolé de pouvoir se projeter aussi sur les années qui suivent sur le jeu. Oui, c'est vrai que lorsque nous-mêmes nous voyons les personnes qui souhaitent faire l'achat d'un T2, c'est souvent des futurs investisseurs qui se disent c'est un premier projet, un premier bien. 5-6 ans après, ils peuvent soit le revendre, soit le mettre en location. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours en accession le type de projet souhaité. Alors, on avait une précision là, on nous demandait de redonner le type de villa sur Basse-Terre, le type de villa. Oui, des T3 évolutifs en T5. Donc, une base de T3 avec un système de comble aménageable. On a une photo là. Pour Basse-Terre, non, mais ça va être un petit peu ce qui était proposé sur le Lamentin, les premières opérations. On avait en fait une sorte de triplex. Oui, on avait un petit souci sur les diapos, donc j'ai vu, mais aussi, y a-t-il un délai d'occupation minimum si on souhaite vendre le bien? Alors, en matière de location-accession, nous, on attache à chacun de nos contrats une clause anti-spéculative qui suppose que pour les villas, pendant les 10 premières années qui suivent l'achat du bien, vous devez faire ce bien de votre résidence principale et si vous souhaitez le vendre, vous pouvez, mais l'opérateur, HLM, reste prioritaire, a un droit de préférence. Ça signifie que le notaire va venir nous contacter
Vous nous informez sur votre souhait de vendre, sur le prix que vous allez demander. Et nous, eh bien, on peut se porter acquéreur de ce bien-là. L'idée, c'est justement de venir limiter les envies de spéculer sur nos offres d'accession à la propriété, parce que vous l'aurez compris, sur ces offres en location-accession, vous avez pas mal de dispositifs qui viennent se coupler pour vous permettre d'accéder à la propriété dans de bonnes conditions et avec un effort financier maîtrisé. Alors, j'ai une personne qui dit qu'elle est sur liste d'attente et que depuis, elle n'a pas eu de retour. Ah, peut-être parce qu'il n'y a pas eu de désistement. Est-il déjà arrivé qu'à la demande, on soit éligible et pendant l'avancée du dossier, qu'on ne soit plus éligible? Oui, tout à fait. Cela est possible. Cela est possible. Alors, l'appréciation de l'éligibilité, en fait, l'appréciation du respect des plafonds de ressources se fait à la signature du premier contrat, donc du contrat de réservation dans la grande majorité des cas. Et effectivement, il peut arriver que quand vous déposez votre demande, vous respectez les plafonds de ressources et qu'au moment du lancement de la commercialisation, quand on vous recontacte, peut-être un an et demi après, vos revenus est augmenté. Quand on vous demande de vous faire parvenir votre avis d'imposition, là, mauvaise surprise, vous dépassez les plafonds. Donc, à ce moment-là, malheureusement, eh bien, on ne pourra pas vous proposer une offre en location-accession. Voilà. Donc, c'est vraiment à la signature du premier contrat que ce respect des plafonds de ressources est réalisé. Une fois que le premier contrat est signé, par contre, on ne va plus revenir sur cette condition d'éligibilité. D'accord. Très bien. Donc là, on aura répondu à presque toutes les questions, sinon toutes. Hein. Mais n'hésitez pas, en fait, à joindre la SP d'HLM, dont les coordonnées figurent en bas des diapositives, ou à appeler la DIL. Alors, nous allons mettre un terme à ce webinaire. Nous remercions Madame Laure de la SP d'HLM pour la précision de ses propos et de ses explications, et bien entendu Marie-Claude Louis, conseillère juriste à la DIL, pour la précision également de ses propos. Alors, nous vous invitons à revoir en replay donc, ces webinaires sur notre site web, et nous vous invitons aussi à vous connecter demain au webinaire sur la sécurisation de la construction, puisqu'il y aura de nombreux invités demain. Pour la sécurisation de la construction, il y aura l'Association française pour le génie parasismique qui va vous donner des informations précises, pointues sur la construction, sur l'étude de sol, sur les règles, le respect des normes parasismiques. Il y aura également le service qualité de la construction de la DEAL, de la Direction de l'équipement, de l'aménagement et du logement, qui va vous parler de ces contrôles et de toutes les petites, vous donner des informations pratiques sur les points particuliers à suivre lors de votre construction, et bien sûr le comité des assureurs qui va vous parler de l'assurance emprunteur et de l'assurance construction. Donc, ne manquez pas le webinaire de demain, toujours gratuit, à la même heure, à 18 h. Et enfin, celui de vendredi, sur l'urbanisme, où nous traiterons de toutes les étapes de la construction, du permis de construire à l'achèvement de la construction. Voilà, donc n'hésitez pas, merci à toutes les deux. Et puis, rendez-vous par téléphone ou dans les locaux de la DIL ou dans ceux de la SP d'HLM. Merci. Merci.